Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégales. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à la résistance au travail dans Barcelone en guerre et en révolution de 1936 à 1939. Et pour discuter de ce thème, nous sommes avec Michael Seidman. C'est une émission qui est autour de son livre qui s'appelle Ouvriers contre le travail, Barcelone et Paris pendant les fronts populaires, qui est paru aux éditions Seno-Nevero en français en 2010. Et dans cet ouvrage, il propose une nouvelle interprétation, une nouvelle lecture du Front populaire en Espagne et en France. Aujourd'hui, on va se consacrer sur ce qui se passe en Espagne et plus précisément dans les usines de Barcelone, mais on invite bien évidemment les auditeurs et les auditrices à lire également la partie de son livre sur le Front populaire français, parce que c'est extrêmement intéressant. Il montre comment est-ce que les ouvriers et les ouvrières en France pendant le Front populaire ont résisté au travail de 1936 à 1938 notamment. Et là, on va se consacrer sur ce même phénomène de la résistance au travail, auquel on a déjà consacré une autre émission avec Bruno Astarian, donc qui s'appelait Histoire des résistances au travail. Et on invite les auditeurs et les auditrices à s'y reporter. Et pour la question de la révolution espagnole, on invite également à se reporter à l'émission qu'on a faite avec les gymnénologues, qui s'appelait Une histoire de la révolution espagnole. Alors, donc bonjour Michael Seidman. Bonjour, je suis très content d'être ici. Eh bien, merci beaucoup. Donc, pour parler aussi des autres livres que vous avez écrits sur le sujet, donc là, on précise tout de suite que on enregistre une série d'émissions avec toi sur différents livres que tu as écrits. Donc là, on va simplement dire, puisqu'on le dira dans les autres émissions, les autres livres que tu as écrits sur des sujets connexes. Il y a notamment Republic of Egos, A Social History of the Spanish Civil War, donc c'est-à-dire la République des égos, des individus, une histoire sociale de la Révolution espagnole, donc qui est sortie aux États-Unis en 2002 et qui est paru aussi en espagnol en 2003, sur un sujet aussi assez proche, sur lequel on va consacrer une autre émission. Tu as écrit Transatlantic Antifascism, From the Spanish Civil War to the End of World War II, donc les antifascismes transatlantiques de la guerre civile espagnole à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dans lesquels tu abordes encore la question de la résistance au travail. On en parlera dans une autre émission. Donc pour revenir du coup sur ce livre, donc Ouvriers contre le travail, qui est ton premier, peut-être que ça pourrait être intéressant de nous dire en quoi est-ce que c'est une approche nouvelle un peu de l'histoire en général, et notamment de l'histoire de la Révolution espagnole et de la guerre civile espagnole en particulier. Comment est-ce que tu as eu l'idée finalement de cette nouvelle approche, et puis comment est-ce que ça a été reçu dans le monde académique et par les militants et les militantes?
Oui, je m'intéressais beaucoup quand j'étais étudiant à Berkeley, Université de Californie à Berkeley, à la fin, au milieu des années 70. Et là, je partenais à un petit groupe qui discutait les problèmes d'autogestion, du contrôle ouvrier et la révolution. Et quand j'ai commencé à penser ma thèse, je suis allé en France avec des amis, une amie à l'époque, et j'ai rencontré un livre écrit par Arthur, qui s'appelait La fin du travail. À cette époque, à la fin des années 70, j'ai rencontré Arthur et autres amis et ils m'ont dit une chose qui était comme... ils ont dit que la révolution veut dire une lutte contre le travail. La révolution, c'était ne pas travailler, comme dans le slogan situationniste. Et ça m'a fait vraiment penser, ça m'a changé la vision. Et comme historien, je me suis dit, bon, c'est très intéressant, je vais faire un travail d'archives en Espagne et aussi en France, on va parler d'Espagne aujourd'hui, sur comment les ouvriers ont travaillé quand les anarchistes, socialistes et communistes ont pris les usines et ont collectivisé les usines. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches d'archives à Salamanque, où il y avait un grand dépôt des archives des collectivités en Barcelone, quand les franquistes ont gagné la guerre, ils ont tout ramassé, ils ont amené au centre de la Castille à Salamanque. Là, il y avait une richesse des documents fantastiques pour vraiment étudier ces problèmes. Par exemple, il y avait les actes des collectivités. Donc, ce n'était pas la propagande ni anarchiste, ni communiste, ni socialiste. Et j'ai pu étudier le refus du travail, la résistance au travail, je veux dire absentéisme, sabotage, maladies simulées, les retards, l'indifférence. J'ai pu étudier ces phénomènes à travers des actes et aussi les périodiques des mouvements ouvriers, anarchistes et autres. Et donc, j'ai pu écrire ce livre basé sur ce travail d'archives. Enfin voilà, ce travail d'archives mis en forme et voilà, précédé du coup d'une espèce d'introduction où tu essayes de dire que on n'a pas suffisamment... cette approche de l'histoire du travail a été vraiment sous-estimée, qu'on a beaucoup étudié les partis, les syndicats, les programmes ouvriers, qui soient réformistes, révolutionnaires, etc. Mais, et comment est-ce que du coup cette nouvelle approche de l'histoire du travail et de l'histoire de la révolution espagnole, comment est-ce qu'elle a été reçue à la fois dans le milieu académique et dans le milieu militant ? Dans le milieu militant, à l'époque, c'était assez bien reçu, mais les académiques s'intéressaient, certains, à cette approche, parce qu'à l'époque, je veux dire à la fin des années 70, au début des années 80, il y avait un grand intérêt pour l'histoire ouvrière encore. Aux États-Unis, en Angleterre, en France et autres. La France a de très bons historiens de travail et de mouvements ouvriers. Donc il y avait un certain intérêt, mais comme tu as dit, l'approche de beaucoup était plus traditionnelle que le mien, qui était vraiment une histoire d'en bas. J'ai essayé de suivre les actions, les actes des ouvriers ordinaires, entre guillemets. Finalement, j'ai pu trouver un éditeur, un bon éditeur académique, University of California Press, la presse universitaire de Californie, et ils ont publié en 91 Ouvriers contre le travail. Mais aussi, il y avait une opposition à mon approche
parce que certains profs très connus, profs de l'histoire française aux États-Unis, n'ont pas aimé mon approche, mes résultats, donc j'ai perdu à cause de ça mon premier travail universitaire parce qu'ils ont dit que ce livre n'avait pas de sens, plus ou moins. D'accord, donc il y a eu quand même une opposition assez marquée à cette approche, et d'ailleurs c'est ce qui fait que, plus généralement, on peut voir que cette approche d'histoire des résistances au travail, elle n'est pas très développée, il y a quelques exceptions, donc il y a effectivement tes livres, il y a Tim Mason dont on a parlé dans une émission sur le fascisme, il y a, à propos de la résistance au travail en Allemagne, il y a également un petit peu Xavier Vignat en France qui a travaillé sur l'insubordination ouvrière dans les années 68, mais c'est vrai que globalement il n'y a pas énormément de choses qui ont été faites là-dessus, quoi. Oui, et aussi comme vous avez fait une émission sur le travail de Bruno Astorien, aussi il y entre. Mais j'étais influencé aussi, pas seulement par Arthur, mais par le groupe Échange et Mouvement d'Henri Simon et d'autres. Et là aussi, ils ont écrit une brochure qui s'appelle Le refus du travail, qui m'a beaucoup influencé, point de vue théorique. Parce qu'ils ont dit aussi qu'ils ont vu les limites du conseillisme avec ça. Et moi aussi, j'ai vu les limites du conseillisme, du situationnisme et les anarchistes dans la Révolution espagnole qui pensaient que ça allait suffire de démocratiser les moyens de production. Mais ça suffit pas. On ne peut pas démocratiser une prison. Et l'usine, c'est pas exactement une prison, mais ce demande anarchiste, ce désir anarchiste, libertaire, situationniste, conseilliste, que les ouvriers allaient diriger leurs fabriques démocratiquement, est une illusion pour moi. Oui, c'est ce que tu dis d'ailleurs dans ton livre où tu consacres justement une partie à l'idéologie anarcho-syndicaliste, et puis après tu parles aussi de la même idéologie qui existait en France, du contrôle ouvrier, qui était notamment défendu par des syndicalistes révolutionnaires comme Pierre Monat et Simone Veil, et pour le coup le même syndicalisme révolutionnaire en Espagne, la CNT. Disons que plutôt que de voir la révolution comme le fait de se débarrasser du travail capitaliste, de sortir des cadences, de la contrainte à la productivité, de l'efficacité, même du salaire à la pièce, eh bien en fait, au nom de l'unité antifasciste, de la révolution ce sera pour plus tard, et même d'ailleurs c'est ce que disent par exemple Myrtille des gymnologues, d'une certaine idéologie industrialiste et productiviste qui existait dans la CNT. Effectivement, lorsque le 18 juillet 1936, Franco fait un coup d'État, essaye de renverser le gouvernement du Front populaire, qu'il y a une insurrection à Barcelone qui fait que en fait, les milices anarchistes et la population insurgée se rendent maîtres de la ville, eh bien la CNT, plutôt que de transformer l'existence, etc., demande en fait aux ouvriers de retourner à l'usine. Tu pourrais nous raconter justement les étapes un petit peu. D'abord on va demander aux ouvriers de rentrer à l'usine, et puis en leur faisant miroiter qu'ils vont vraiment autogérer complètement l'usine, et puis après on va leur demander un certain nombre de choses, etc., etc. Ça peut être intéressant justement de montrer d'abord un petit peu tout ce qui va être imposé dans ces usines sous contrôle de la CNT, et puis après voir ensuite les réactions des ouvriers et des ouvrières à ça. C'est très intéressant d'étudier cette période initiale de la révolution espagnole à Barcelone et d'autres villes. Ce que j'ai vu, c'est que les ouvriers souvent ont cru que la révolution voulait dire ne pas travailler.
Donc, il y avait des articles dans la Solidaridad Obrera, le plus grand journal anarchiste de Barcelone et de l'Espagne, qui ont rappelé aux ouvriers ils doivent revenir à l'usine. Il y avait trop d'ouvriers dehors de l'usine, ils ne travaillaient pas. Donc, dès que la révolution espagnole a commencé, il y avait ce problème. Comment on peut faire travailler les ouvriers? Comment on peut leur donner des incentives pour travailler? Parce qu'évidemment, pour vaincre les franquistes, c'était nécessaire de produire. Mais les ouvriers ont interprété la révolution à leur manière, ce que les militants n'ont pas voulu accepter. Oui, et du coup, ce qui fait que ça va se traduire par effectivement un absentéisme très fort, un coulage des cadences, une résistance au salaire, à la tâche. Et est-ce que tu peux justement donc détailler un petit peu les différentes manières de résister au travail qu'on retrouve d'ailleurs en Espagne comme en France d'ailleurs? Oui, et même aujourd'hui. Oui, par exemple, dès le début de la Révolution, certaines usines, sous le contrôle de la CNT, ou socialistes et communistes, parce qu'ils ont tous travaillé ensemble dans beaucoup de cas, ont aboli les salaires aux pièces. Mais après un certain moment, après plusieurs mois ou un an, ils ont dû rétablir parce qu'ils ont vu la productivité des ouvriers ont baissé beaucoup. Donc c'est un très bon exemple de comment les ouvriers ont interprété la révolution et comment les militants syndicalistes et politiques ont interprété la même chose. Oui, autre manière, comme vous avez dit, absentéisme. L'absentéisme était très poussé chez les femmes. C'était leur forme de résistance au travail. Et autre forme d'absentéisme, non seulement dans les fabriques, mais aussi dans les assemblées générales. Et donc, ces fabriques, l'idée des militants était de les autogérer. Donc, ils avaient chaque semaine, chaque 2 semaines, les assemblées générales. Mais il y avait beaucoup d'ouvriers, et spécialement ouvrières, qui n'ont pas voulu venir discuter des problèmes de fabrique. Donc, c'était pour moi une autre indication de la résistance au travail. Autre manière, c'était les maladies simulées. Et là, c'est intéressant parce que certaines usines assez grandes ont employé un médecin pour vérifier les maladies des ouvriers qui étaient absents. On sait par exemple aujourd'hui même, quand je vivais en France, à cette époque, fin des années 70, au début des années 80, je savais à l'époque, c'était très, très important pour un ouvrier et une ouvrière de trouver un médecin sympathique qui pouvait vérifier sa maladie. Oui, c'est intéressant, c'est-à-dire que finalement, au-delà du seul cas de Barcelone, ce qui est intéressant dans ton livre et qui est là-dessus qui a été assez pionnier, c'est de voir que contrairement au récit traditionnel du mouvement ouvrier, qu'il soit anarchiste, socialiste, marxiste-léniniste ou autre, que les travailleurs et les travailleuses ne sont pas spontanément le parti du travail qui va défendre le travail contre le capital, mais plutôt qu'ils vivent le travail comme une condition extérieure qui leur est imposée et que dès qu'ils peuvent fuir cette condition, ils vont le faire. D'ailleurs, c'est ce que disait d'ailleurs déjà Marx en 1844, que les ouvriers, dès qu'ils n'étaient pas obligés d'aller au travail, ils le fuyaient comme la peste. Oui, non, mais c'est très bien exprimé ça, et je suis d'accord. Et je voudrais ajouter, pour les ouvriers espagnols de Barcelone, c'était pas seulement éviter le travail qui était la révolution, c'était aussi ne pas payer le loyer, ne pas payer les impôts.
se libérer de toutes ces contraintes extérieures, comme tu viens de dire. Oui, c'est intéressant ça justement. On retrouve d'ailleurs des phénomènes analogues, par exemple sur la question des grèves des loyers ou la grève des impôts en Italie dans les années 70. C'est-à-dire que dans les grands mouvements, dans les grands moments révolutionnaires, tout ce qui est perçu comme une contrainte extérieure, c'est-à-dire le travail, le loyer, les impôts, eh bien, les travailleurs et les travailleuses vont avoir tendance en fait à les refuser parce qu'ils en ont la capacité. C'est-à-dire que c'est presque, en fait, ça amène à une conception complètement différente de la Révolution. C'est-à-dire que la Révolution était classiquement pensée jusqu'aux années 70 par tous les mouvements ouvriers dans leurs différentes composantes comme l'affirmation de quelque chose, d'un programme ouvrier, de la classe ouvrière, du travail, etc., etc. Alors que là, ça amène à voir la révolution plutôt comme le refus, la désertion, la négation de toutes ces contraintes extérieures qui sont imposées par l'État ou par le capitalisme. Oui, oui. Et c'est pour ça la République espagnole, l'État de la République espagnole avait beaucoup de problèmes, non seulement problèmes de production dans les villes et aussi à la campagne, parce qu'on a parlé des villes, mais il y avait des collectivités, des fermes agricoles, et là aussi on trouve les mêmes phénomènes. Mais comment un État peut réussir dans une guerre si la productivité baisse, si les gens ne paient pas des impôts? Et ça, c'était parce qu'il y avait une inflation dans la zone républicaine, en partie à cause de ça ou grâce à ça. Oui, c'est-à-dire que finalement, c'est ça le paradoxe un peu de la Révolution espagnole et de la guerre civile espagnole, c'est que finalement, les anarchistes n'ont pas été assez loin dans la Révolution en termes de se débarrasser des contraintes extérieures, du travail, de l'État, de l'impôt, etc., etc. C'est-à-dire que à Barcelone, globalement, le capitalisme était toujours là, l'État était toujours là, etc., etc. Et en même temps, ils sont allés, et même d'ailleurs, ce que tu dis dans ton autre livre, sur Transatlantique Antifascisme, c'est que, mais d'un autre côté, ils sont allés pour l'objectif de la guerre, ils sont allés trop loin, parce que finalement, oui, c'est sûr que la diminution de la productivité en temps de guerre, c'est négatif. Donc, il y a une espèce d'entre-deux qui finalement a fait que, à la fois la révolution n'a pas été faite, et en même temps la guerre a été perdue. Oui, absolument. Mais il y avait cette contradiction entre le désir de faire une révolution libertaire et en même temps essayer de gagner la guerre contre des gens qui étaient très bien organisés, les franquistes. Et je pense aussi qu'on peut développer une théorie de l'État. Et je pense un État est nécessaire quand il y a le travail salarié, parce qu'il faut un État pour faire travailler les ouvriers. Et les anarchistes espagnols et même français, ils n'ont jamais pensé à cette possibilité qu'un État est nécessaire pour faire travailler aux gens. Oui, c'est-à-dire que en fait, à partir du moment où la spécificité effectivement du travail capitaliste, du travail salarié, c'est que c'est une contrainte extérieure pour survivre, eh bien forcément il faut qu'il y ait un organe central, une structure qui impose aux gens de faire ce travail salarié. Et du coup, toute l'ambiguïté de la révolution espagnole, c'est d'avoir voulu que les gens travaillent encore plus pour la révolution, alors même que les structures qui contraignaient les ouvriers et les ouvrières à travailler plus avaient disparu. Oui, mais ils ont disparu dans le sens strictement capitaliste, mais ils ont persisté dans la vie quotidienne. Oui, parce que, comme j'ai essayé de dire aux ouvriers, voilà, c'est votre fabrique, c'est vos usines maintenant, et vous pouvez les autogérer, n'est pas suffisant si ces usines, ce qui était le cas, étaient développées pendant le capitalisme. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que forcément, la structure même de l'usine
le fait qu'elle obéit à des objectifs qui sont complètement extérieurs à la vie quotidienne fait que les ouvriers et les ouvrières à Barcelone en 36 n'avaient pas très envie de s'en emparer. Voilà, Exact. c'est sûr que quand on est pas dans une fabrique d'armement, même si on est dans une fabrique de chaussures, même si effectivement on a peut-être envie de produire des chaussures, mais on n'a peut-être pas envie d'en produire à la chaîne. Et donc effectivement, le sentiment d'étrangeté des ouvriers et des ouvrières vis-à-vis des usines, eh bien, s'est manifesté par effectivement ce refus du travail qui était d'autant plus possible que les contraintes très fortes du capitalisme et de l'État étaient un petit peu relâchées, quoi. Oui, je suis complètement d'accord. Encore très bien exprimé ma pensée. Et par rapport à tout ça, est-ce qu'on peut faire peut-être pour finir faire des parallèles avec ce qui s'est passé en France entre 1936 et 1938, parce que là, pour le coup, la différence, c'est qu'il y a moins une idéologie révolutionnaire, puisque c'est plutôt, voilà, c'est un front populaire, disons, qui est dominé par les socialistes et un parti communiste français stalinien, mais qui est plutôt sur une politique de modération quand même. Comment est-ce que va s'exprimer un peu ce refus du travail dans le contexte français? Est-ce que finalement, là encore une fois, le Front populaire en France ne va pas apparaître aux yeux des ouvriers comme une occasion de se libérer, pas complètement, mais au moins en partie du travail? Oui, je pense le Front populaire français, comme tu viens de dire, était plutôt réformiste et la situation en France n'était pas révolutionnaire. Quand même, la France était un pays pour moi entièrement différent de l'Espagne des années 30. La bourgeoisie française a fait le modèle d'une révolution bourgeoise à la fin du XVIIIe siècle. Ils ont développé les moyens de production beaucoup mieux que la bourgeoisie espagnole. Ils ont séparé l'Église et l'État pour longtemps, oui, pendant la Révolution même et au début du XXe siècle. Ils ont séparé le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Le pouvoir civil avait évidemment supériorité sur le pouvoir militaire. Tout ça, ce sont des aspects de la révolution bourgeoise. En plus, ils ont intégré les minorités religieuses dynamiques comme les protestants et les juifs qui n'existaient pas en Espagne. Donc, il y avait deux situations complètement différentes. Mais les ouvriers ont agi à Paris comme à Barcelone, quand la gauche était au pouvoir. Je veux dire qu'ils ont utilisé cette période de gauche au pouvoir pour se libérer du travail. Par exemple, en France, il y avait cette fameuse semaine de 40 heures qui était une grande avancée parce qu'avant le Front populaire, les ouvriers français travaillaient 48 heures par semaine. Donc c'était un jour libre. Oui, et les ouvriers ont demandé que cette semaine de 40 heures était divisée 5 jours de 8 heures par jour. Oui, parce que les gens qui ont voulu plus de productivité, les patrons et autres, ont dit, bon, on peut le diviser 6 jours de 6h40, mais les ouvriers et les syndicats ont insisté 5 jours par semaine. Donc, il y avait la naissance du week-end pendant le Front populaire. En plus, il y avait des problèmes, les appelait les problèmes dans les usines, où il y avait beaucoup de freinage, des quotas de production établis par les militants syndicalistes. Et ça est devenu un grand problème dans les usines d'automobiles, dans les usines nationalisées de l'aviation, parce que évidemment c'était une période de tension internationale quand l'Allemagne avait cette politique d'expansion en Europe, en Autriche, en Tchécoslovaquie. Donc ça est devenu un problème très grave, le freinage de production et aussi la semaine de 40 heures.
Ça est devenu un problème de défense nationale, de patriotisme. Et c'était à la fin de 1938 quand le parti radical a terminé le Front populaire parce que les socialistes et les communistes à l'époque ont soutenu la semaine de 40 heures et le parti radical, avec son patriotisme, avec son productivisme, a dit non, on ne peut pas faire marcher une économie et on ne peut pas se préparer à la guerre avec cette semaine de 40 heures. Donc, en novembre de 1938, Paul Renault et Édouard de Ladier ont terminé la semaine de 40 heures. Les ouvriers ont réagi avec les grèves très violentes, les grèves sauvages très violentes, et une grève organisée qui a raté le coup, mais c'est très intéressant cette lutte de classe pour maintenir la semaine de 40 heures. Oui, c'est intéressant, c'est-à-dire effectivement c'est un autre niveau évidemment que l'Espagne puisqu'on n'est pas dans une situation révolutionnaire, mais on voit bien que finalement pour les ouvriers français, et ça tu le dis notamment dans ton autre livre, Transatlantique Antifascisme, c'est que pour les ouvriers, le fascisme, finalement, c'est le fait de travailler beaucoup, d'avoir une discipline du travail extrêmement forte, etc. etc. Exactement. C'est comment les ouvriers ont interprété le fascisme. C'est pas comme les historiens ont interprété le fascisme. Mais les ouvriers de base, leur interprétation, pour moi, très intéressante. Et je pense que c'est une grande partie vraie. Le fascisme, c'est une semaine de travail de 50, 60 heures, comme en Allemagne à l'époque, et une discipline féroce dans les usines, où les contremaîtres avaient eu le pouvoir, le patron avait eu le pouvoir. Et ils ont exprimé ça, les ouvriers, et les contremaîtres, une autre chose très intéressant pendant le Front populaire français. En France, le contremaître a dit bon, on veut avoir un pays au travail, comme les Américains, comme les Anglais et comme les Allemands. Oui, donc cette question de travail et discipline a divisé les ouvriers des contremaîtres. Oui, c'est intéressant et notamment, justement, on parlera aussi de cette question dans l'émission qu'on va faire sur la résistance au travail dans la France de l'occupation, parce que justement, ce que tu dis dedans, c'est, je résume très rapidement ici. C'est que une des grandes formes finalement de l'antifascisme populaire en France dans les années 40-44, finalement, ça va être la résistance à la semaine de travail de 50-60 heures, le coulage des cadences, l'absentéisme, c'est-à-dire finalement des motifs qu'on retrouve aussi à Barcelone de 36 à 38, 39, et aussi en France sous le Front populaire, comme si il y avait, et qu'on retrouve aussi en Allemagne, comme Tim Mason l'a montré, de 36 à 37, on voit bien finalement que il y a vraiment quelque chose qui parcourt, et c'est ça, je pense que effectivement on peut que souhaiter qu'il y ait une multiplication des travaux historiques, mais aussi de regarder aujourd'hui comment est-ce que concrètement ça se manifeste. Il faut être attentif justement à toutes ces formes de résistance au travail qui ne prennent pas la forme effectivement de quelque chose de très organisé ou de très politisé, mais qui expriment le fait que les gens se sentent étrangers à leur travail et que quand ils peuvent le fuir, ils le fuient, et que plus ils peuvent le fuir, plus ils le font, tout en recherchant évidemment des avantages matériels dans la société capitaliste tant qu'elle est là, et si possible en dehors de la société capitaliste. Oui, je suis complètement d'accord. Notre fois, c'est très bien exprimé. Eh bien, donc, on te remercie, Michael, pour cette première émission, et on se retrouve pour la prochaine émission, donc, qui portera sur l'autre résistance, le refus du travail en France durant l'occupation. Merci. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégal. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.